via une plateforme où vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous personnels avec certains acteurs des services publics que vous retrouverez sur notre site. Cette nouvelle masterclass va venir aborder le sujet de l'emploi et du handicap. Deux membres de la GFIP, Laurent Millet et Brice Lefrat, nous feront un état des lieux du marché de l'emploi et du handicap. Ensuite, ils présenteront la GFIP, ses services et son offre de conseil et accompagnement des entreprises. Enfin, nous verrons quels sont les avantages d'une politique handicap. À la fin de cette présentation, nous aurons aussi le témoignage de Laurent Delannoy, cofondateur d'Avencode, qui viendra nous parler de son entreprise adaptée, Avencode. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'écrire sur le chat. Nous les ferons passer à la fin de l'intervention pour que les intervenants puissent y répondre. Je vais maintenant donner la parole à Brice, qui va venir vous présenter la GFIP. Bonjour à tous. David, juste si je peux récupérer juste la main pour pouvoir dispenser le slide. Ah, parfait, merci. Hop, je vais vous partager mon écran de suite. Hop, tac, voilà. Donc bonjour à tous. Merci, déjà très heureux d'être présent parmi vous et merci à la French Tech de nous avoir sollicité pour cette intervention. Donc, on va vous présenter une petite présentation sur le handicap, sur la thématique. Alors, attendez, hop, je vois que mon slide ne défonce pas. Donc, je suis accompagné de mon collègue Laurent Millet et donc moi-même, Brice Lefrat. Donc, on est tous les deux chargés d'études et développement au sein de la délégation PACA Corse, au sein de la GFIP. Donc, le sommaire de la présentation, très rapidement, donc on va vous faire un petit état des lieux rapide de l'emploi des personnes en situation de handicap. On va vous parler du rôle et des missions et l'offre de services de la GFIP, les avantages et les outils finalement de l'accompagnement d'une politique handicap qu'on peut vous apporter. Un petit focus sur les actions innovantes et les acteurs mobilisables, et ensuite on partira sur des questions-réponses. Donc, dans un premier temps, l'état des lieux de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, on voulait vous présenter quelques chiffres pour avoir un peu cet état des lieux en France. Donc, on se rend compte que les bénéficiaires de l'obligation d'emploi les BE sont, il y a 2,7 millions de BE en 2019 en France, ce qui représente quand même 6,7% de la population des 15-64 ans. Concernant l'emploi des personnes handicapées, donc là, c'est des chiffres très récents de décembre 2020. Donc, il y a un peu plus de 476 000 demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'obligation d'emploi inscrites à Pôle emploi, ce qui représente à peu près 7,8% des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et 64% de cette population sont au chômage depuis plus d'un an. En France, donc, comme je vous ai pu vous dire, donc, vous avez 2,7 millions de personnes qui sont donc en reconnaissance administrative du handicap à travers différents handicaps. Vous avez le handicap visuel qui est à peu près 5%. Le handicap mental, alors à savoir juste que dans cette présentation, en fait, il y avait le handicap cognitif n'a pas été dissocié du handicap mental. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est représenté dedans. Donc, il représente 7%. Le handicap auditif, lui, représente 8%, le handicap psychique, 13%, les maladies invalidantes, 20%, et le handicap moteur, 45%. Alors, il faut savoir que dans les 45%, il n'y a que de handicap moteur, il n'y a que 3% de personnes qui sont dans un fauteuil roulant. Voilà, souvent on se fait une fausse idée du handicap moteur, donc là on se rend compte que finalement il n'y a que 3% des personnes en fauteuil roulant dans le handicap moteur. Concernant, on voulait aussi vous présenter ce petit graphique en fait sur l'activité de l'emploi des personnes de l'activité de l'emploi et du chômage des bénéficiaires des BOE en fait, des 15-64 ans. Donc, on voit là très rapidement que le taux d'activité et le taux d'emploi entre le tout public et les BOE sont quand même,
même s'ils sont en hausse d'un point tous les deux pour cette année, on voit qu'il y a quand même un écart assez important, un peu plus de 30% pour ces deux, pour le taux d'activité et le taux d'emploi. Et concernant le taux de chômage, même s'il est en recul de 2 points, eh ben, quand même, on double en fait par rapport au tout public. C'est vrai qu'on est vraiment, par rapport au tout public, on a une population qui est doublée, tout simplement. Donc voilà. Concernant les caractéristiques du demandeur d'emploi, on voulait vous faire un petit focus pour avoir une petite vision assez simple du demandeur de façon générale. Donc, on se rend compte que le demandeur d'emploi, que ce soit tout public ou le bénéficiaire de l'obligation d'emploi, sont des femmes en majorité. On se rend compte qu'il y a quand même une différence au niveau de l'âge, il y a plus de 23% de différence entre le tout public et les BOE de plus de 50 ans et plus. Donc, on voit que ce sont des femmes qui ont plus de 50 ans majoritairement. On se rend compte aussi qu'il y a une différence de 15% à peu près, que les personnes sont diplômées du bac ou plus. Donc, en fait, la majorité sont en infrabac. Voilà pour vous cibler. Et dans cette analyse, on se rend bien compte que l'ancienneté en moyenne d'inscription au chômage est beaucoup plus importante pour les BOE, avec un peu plus de 220 jours de différence par rapport au tout public. Donc, en synthèse, pour simplifier et pour récapituler un petit peu ce qui a été présenté très rapidement, donc il faut se dire qu'il y a 3% des personnes qui sont en fauteuil roulant, des personnes qui sont en handicap qui sont bien en fauteuil roulant. Il y a moins de 20% qui nécessitent des aménagements dans situation de travail. 80% des handicaps ne se voient pas et 85% des travailleurs handicapés acquièrent le handicap au cours de leur vie. Donc ça, c'est des notions et des chiffres assez importants à retenir. Voilà. Donc je vais passer la main à mon collègue Laurent pour vous présenter le rôle et les missions de l'offre de service de la GFIP. Ah, Laurent, ne t'entend pas. Oui, là ça C'est va. bon. C'est bon. Super. Donc l'AGFIP, c'est une association qui a été créée donc, par la loi du 10 juillet 87 qui a instauré l'obligation d'emploi, donc à toute entreprise d'au moins 20 salariés d'occuper au moins 6% de ses effectifs en travailleurs handicapés. Donc, c'est l'association qui gère également les contributions des entreprises qui n'atteignent pas ce taux de 6%. Donc, c'est la seule ressource qui finance la GFIP. Donc, ces ressources-là sont mobilisées ensuite sous forme d'aides financières et de prestations. Donc, voilà, donc il y a des aides qui s'adressent aux personnes et des aides qui s'adressent aux entreprises. Et il faut savoir que la GFIP a une mission de service public. Donc, on est partenaire effectivement des politiques publiques de l'emploi des personnes handicapées et on intervient effectivement sur différents champs en lien effectivement avec l'emploi, le handicap, la formation, la santé au travail. Voilà, donc, on est une petite organisation puisque c'est à peu près 450 collaborateurs au niveau national. Et on intervient effectivement sur 14 délégations régionales. On est présent dans chaque région, y compris effectivement dans les départements d'outre-mer. Donc, on travaille au sein d'un écosystème. Donc, voilà, donc pour schématiser, le rôle de la GFIP, c'est de conseiller, accompagner, financer, innover. Donc, toujours en lien effectivement avec l'emploi et le handicap. Et donc, on est au cœur d'un écosystème d'acteurs avec lequel on a noué des partenariats. Donc, notamment le service public de l'emploi, dans lequel on va retrouver les représentants de l'État, la région, les missions locales, Cap Emploi, voilà, les services de santé au travail. On va animer et échanger avec des collectifs d'employeurs. On va notamment travailler, nous, des relations avec les organisations patronales, les organisations syndicales, les branches professionnelles, les OPCO, des pôles de compétitivité. Voilà, l'idée, c'est d'établir des relations privilégiées pour justement accompagner ces organisations dans l'intégration de personnes en situation de handicap. Également, il y a une réforme qui a été entreprise au niveau de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Donc, on est aussi en phase pour accompagner les entreprises par rapport à cette réforme de l'obligation d'emploi.
Donc, on parle effectivement les bénéficiaires de notre offre d'intervention. Donc, on va retrouver les personnes en situation de handicap. Donc, on parle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, ça, c'est un article qui est défini dans le Code du travail, voilà, qui définit le statut de travailleur handicapé, ou en voie de l'être, c'est-à-dire qu'on peut intervenir également pour des personnes qui ne seraient pas encore reconnues travailleurs handicapés, notamment dans des situations d'urgence en lien avec le maintien dans l'emploi notamment. Et donc, l'ARGEFIP intervient auprès des entreprises également. Donc, on intervient spécifiquement auprès des entreprises du secteur privé et donc qui relèvent du droit privé et bien sûr qui sont établies sur le territoire national. Donc, on intervient pour toutes les entreprises, sauf celles qui ont un accord agréé, voilà, c'est-à-dire qui ont choisi de conduire elles-mêmes leur politique handicap. Donc, voilà, tant qu'elles n'ont pas atteint le taux de 6%, elles ne peuvent pas bénéficier de nos aides. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un panorama complet des services de la GFIP. Voilà, donc on peut intervenir à chaque étape pour accompagner les entreprises, que ce soit en phase de réflexion sur une politique handicap, comment je vais intégrer le handicap dans mes ressources humaines, comment je vais faciliter le recrutement ou l'intégration de personnes en situation de handicap sur des situations de maintien dans l'emploi. Voilà, donc l'offre est tournée donc, sur des services à destination des entreprises et également à direction des personnes en situation de handicap. Donc vous aurez le support, il y a des liens vers nos catalogues d'offres de services dans lesquels vous aurez l'intégralité de notre offre. Voilà, l'idée, c'était de vous dresser un petit panorama pour vous montrer tout ce qui existe en matière de services et que vous pouvez mobiliser. Donc, on retrouve des aides financières également, donc à destination aussi des entreprises et des personnes en situation de handicap. Là également, pour chaque étape du parcours, que ça passe par l'intégration, le recrutement, la mobilité professionnelle, des étapes de maintien dans l'emploi, par exemple, des aides spécifiques exceptionnelles qui ont été mises en œuvre avec la crise sanitaire, justement pour accompagner les entreprises et les personnes en situation de handicap, avec là aussi la même logique du côté des aides pour les personnes en situation de handicap, voilà, pour sécuriser leur parcours professionnel, créer leur activité, etc. Du côté entreprise, on a des aides aussi pour aménager les situations de travail, etc. Bon, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais sachez que vous aurez aussi l'intégralité des aides et services via les liens par rapport à notre offre de services qui sont proposés dans le support. Donc, on a aussi une offre de conseil et d'accompagnement des entreprises qui démarre par l'analyse du besoin des entreprises avec différents niveaux en fonction des situations rencontrées. Donc, ça peut être simplement de l'information, de l'orientation et de l'outillage pour répondre à un besoin spécifique, par exemple un recrutement de personnes en situation de handicap, qui va se faire avec l'appui de notre partenaire Cap Emploi, qui est partenaire donc, du service public de l'emploi, notamment, qui a une convention avec Pôle emploi. On va aussi pouvoir analyser, approfondir et faire un diagnostic de la situation par rapport à l'emploi des personnes handicapées dans une logique de co-construction d'un plan d'action qui soit adapté aux enjeux de l'entreprise. On a également une prestation qui s'appelle le diagnostic action, qui permet de mobiliser un expert de l'élaboration des politiques handicap. C'est un consultant qui a été retenu par la GFIP pour accompagner là aussi la réflexion quand il y a une nécessité d'expertise approfondie sur la situation de l'entreprise. Et ensuite, effectivement, le troisième niveau de notre offre d'accompagnement, ça va être la déclinaison de ce plan d'action de façon opérationnelle, avec là aussi une logique d'appui renforcé à destination des TPE-PME qui n'ont pas forcément des services RH structurés pour accompagner ce plan d'action handicap. Donc, le diagnostic action, comme je l'ai dit précédemment, c'est un outil qui est mobilisable en destination des entreprises sur la base d'un appel d'offres de prestataires qui ont été sélectionnés pour aider l'entreprise à élaborer sa politique handicap lorsqu'il y a une complexité particulière au regard de sa situation. Donc, c'est la GFIP qui identifiera les besoins au cours d'un entretien diagnostic. Ensuite, on mobilisera le diagnostic action entre le consultant et l'entreprise. Donc, c'est une prestation qui est relativement souple, puisque c'est des demi-journées consultants qui sont prises en charge intégralement par la GFIP pour aider l'entreprise dans sa réflexion et la structuration de sa politique handicap. Et ensuite, effectivement, il y aura la construction d'un plan d'action. Et à ce moment-là, la GFIP reprendra la main pour accompagner l'entreprise dans le déploiement de ce plan d'action. Donc là, nous allons voir à peu près les avantages et l'accompagnement d'une politique handicap par la GFIP.
Donc, en fait, donc pourquoi en fait agir en faveur de l'emploi des personnes handicapées? Au-delà en fait des enjeux légaux et économiques, la question du handicap est un facteur de progrès pour toute l'entreprise. Ça permet d'avoir des performances de l'entreprise vis-à-vis par rapport à la marque employeur, vous permet de structurer la politique handicap, de mettre en avant des valeurs de l'engagement social de l'entreprise, de fédérer les équipes sur le sujet du handicap, d'améliorer le climat social, euh, d'ancrer en fait cette démarche en interne avec tout ce qui est RSE et renforcer en fait sa communication, hein, comme j'ai pu dire, sur le handicap, que ce soit en interne, en externe. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Et pour cela, en fait, on a des outils qu'on va pouvoir vous présenter juste après, en fait, par axe en fait de la politique handicap. Donc là, pour vous lire très brièvement, en fait, donc nous, la GFIP, on peut vous accompagner sur la mise en place et la mise en œuvre de votre politique handicap, donc sur le pilotage de la politique handicap, sur l'information, la communication, sur la sensibilisation, la professionnalisation, sur le recrutement, l'intégration et l'évolution professionnelle, sur le maintien dans l'emploi et l'accompagnement des salariés, et sur votre politique d'achat responsable, recours aux EA, ZESAT et les TIH. Donc en fait, là, on va faire un peu un point par axe pour voir un peu les outils et les solutions que l'on peut vous apporter. Donc, concernant l'accompagnement et le pilotage de la politique handicap, donc on propose des rendez-vous dans le cadre de l'offre conseil accompagnement, des rendez-vous de suivi à peu près tous les 6 mois. Ça peut aussi, ça peut varier au niveau de la durée selon le besoin de l'entreprise, hein. Ça peut être moins que 6 mois. On essaye de se caler sur ce type de durée. Euh, on a aussi une inscription, enfin notre réseau de référents handicap qui vous permet en fait de développer, qui permet en fait d'avoir plusieurs informations, de permettre de monter en compétence les référents handicap, de faire du partage entre pairs, ouais, comme ce qui est écrit, de développer des actions communes, du co-développement finalement, et de vous en fait vous monter en compétence pour vous rendre beaucoup plus autonome sur le sujet du handicap en entreprise. Concernant l'axe sur l'accompagnement à la mise en œuvre des actions de communication ou d'information, nous avons en fait différents outils qu'on peut mettre à votre disposition. En fait, nous avons l'ActiveBox. En fait, l'ActiveBox, c'est une solution clé en main pour les entreprises qui souhaitent mener auprès des collaborateurs de l'entreprise des actions de sensibilisation au handicap toute l'année. En fait, on donne déjà une communication clé en main avec des vidéos, des affiches, des guides pratiques, des témoignages et des infographies en fait tous les mois sur un thème bien précis. Ensuite, on met pareil, hein, comme vous voyez, il y a des vidéos aussi bien spécifiques, des flyers ou des affiches hors ActiveBox. Vous avez aussi la possibilité en fait de participer au dispositif activateur de progrès. Donc l'activateur de progrès, très rapidement, en fait, c'est un moyen pareil pour ceux qui le souhaitent de disposer pardon, d'outils clés en main pour informer également et sensibiliser, on reste toujours sur cet axe-là, les collaborateurs dans l'emploi, mais aussi pour valoriser en fait votre engagement à l'externe. Voilà, ce qui jouera entre guillemets sur votre marque employeur. Concernant l'accompagnement et la mise en œuvre des actions de sensibilisation et là de professionnalisation, nous avons un outil qui est Lundi Poursuite, qui est un outil en ligne, c'est c'est une plateforme, c'est comme le Trivial Poursuite. Vous avez à peu près une quinzaine de lancers de dés. Et ça permet un peu de détraumatiser, de partir un peu sur le handicap. On peut adapter les questions propre à l'entreprise, par exemple, qui est le référent handicap de mon entreprise. Voilà, ça permet de sensibiliser de façon ludique. On peut aussi très bien créer des challenges dans l'entreprise. Donc, c'est des choses voilà, qui peuvent être intéressantes à mettre en place et c'est une sensibilisation plutôt ludique. Concernant la professionnalisation, on a mis en place cette année des modules d'appui à la professionnalisation pour le référent handicap. Donc, nous avons 3 modules donc, qui sont la connaissance de base du handicap au travail, les fondamentaux pour inclure le sujet du handicap dans sa mission de référent en entreprise et les fondamentaux de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Pour cela, en fait, juste après, je vais vous montrer, voilà, nous avons prévu en fait plusieurs sessions de différents modules. Vous pouvez vous inscrire via le lien Je m'inscris et vous pouvez vous positionner sur n'importe quel module à n'importe quel moment. Il est vrai qu'on préconise de suivre comment dire, une session, en fait, si vous suivez la promotion, on va dire au mois de juin, la première session, c'est bien de suivre le numéro 3 à chaque fois pour avoir une cohérence d'équipe et une cohérence de groupe, en fait, tout simplement. Après, s'il n'y a pas la possibilité, voilà, rien n'est figé, vous pouvez très bien vous positionner où vous voulez et suivre les modules qui vous intéressent le plus. Donc, Laurent, je te repasse juste la main. Merci. Donc, pour l'accompagnement et la mise en œuvre de processus de recrutement inclusif et aussi également sur l'évolution professionnelle des salariés, là aussi, on a des acteurs avec lesquels on travaille, des partenaires, notamment Cap Emploi, les CRP, les entreprises adaptées. Donc, il y a notamment un CDD tremplin qui a été mis en place là, récemment. Voilà, des agences de travail temporaires, le conseil en évolution professionnelle, de l'échange de pratiques aussi, puisque c'est des thématiques qui sont abordées de façon récurrente, le sourcing, le recrutement, dans le cadre du réseau des référents handicap, et également les aides qui peuvent être en lien avec le recrutement. Il y a notamment des aides sur les contrats d'alternance, des aides qui vont faciliter l'intégration, etc. Et également des outils qui vont vous permettre de formaliser des processus, on va dire, handi accueillants. Donc, sur la diffusion des offres, etc., des job boards, voilà. Également sur l'accompagnement à la mise en œuvre de processus de maintien en emploi. Donc, on parle de maintien en emploi dès lors qu'il y a une problématique de santé au travail qui est rencontrée par le salarié. Donc, le plus souvent, c'est des personnes qui ne sont pas encore reconnues donc travailleurs handicapés, mais voilà, qui vont le devenir. Donc, l'idée, c'est d'anticiper en amont sur ces situations pour justement intervenir de façon précoce. Donc là, ça va concerner tous les acteurs de la santé au travail, que ce soit le Cap Emploi, la CARSAT, la Sécurité sociale, enfin, les services de santé, les experts. On a aussi dans notre offre de service des ergonomes qui peuvent accompagner l'entreprise sur des solutions d'aménagement de postes de travail et voilà, mobiliser toute notre offre de service en lien effectivement avec cette thématique. Et là aussi, à travailler avec vous sur l'élaboration d'outils qui permettent d'être en veille sur ce type de situation et de problématiques rencontrées voilà, sur la santé au travail des salariés. Et enfin, tout ce qui concerne, on parle de politique d'achat responsable, donc voilà, aider l'entreprise à identifier les prestations ou les services les plus pertinents à sous-traiter. Donc, dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, il est possible de valoriser via la sous-traitance la main-d'œuvre attachée aux prestations qui sont passées notamment avec des entreprises adaptées, des établissements de services et d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés. Donc, les TIH, c'est des personnes handicapées qui ont créé leur propre entreprise. Voilà, et le fait de recourir au service de ces structures vous permet de réduire le montant de votre contribution, mais également voilà, d'avoir une action sociale, sociétale, voilà, pour avoir des pratiques d'achat responsables. Donc là, on va faire de la mise en relation. Il y a des places de marché qui existent, notamment en lien avec la sous-traitance, voilà, qui vous permettront de faire des recherches sur des prestations ou des services à sous-traiter. Et il y aura également le témoignage d'Avencode, qui est également une entreprise adaptée. Donc, les prochains rendez-vous du réseau des référents handicap. Donc, le 18 mai à 11 h, il y a un webinaire qui est consacré aux projets innovants en lien avec la désinsertion professionnelle. Voilà, il y a des appels à projets qui sont lancés régulièrement par la GFIP dans le champ de l'innovation. Et voilà, il y a 3 projets qui ont été retenus et qui seront présentés. Le 25 mai, il y a un webinaire co-animé par l'URSSAF et la GFIP qui est vraiment en lien avec la déclaration annuelle sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Voilà, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une réforme qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2020 et la première déclaration avec ces nouvelles modalités se fera donc via la DSN, la déclaration sociale nominative, début juin. Donc d'où l'intérêt voilà, de participer à ce webinaire si vous avez des questions en lien avec la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et enfin, le 15 juin, il y a une intervention sur l'offre de services, le détail et notamment un service voilà, de dépôt en ligne de demande de financement, puisqu'on est en pleine phase de digitalisation de notre offre de service. Donc voilà, c'est l'occasion de communiquer sur ces éléments-là.
Donc là, les actions innovantes. Donc en fait, on a le talent digital. En fait, donc talent digital, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours en fait. C'est un parcours vers les compétences et les métiers du numérique en fait qui s'adresse aux demandeurs d'emploi reconnus handicapés. Il est porté en fait, le TH digital pardon, est porté par des acteurs experts du handicap et de la formation professionnelle. Donc en fait, on a pu voir avant, hein, mais vous avez la GFIP, l'AMNIOS, l'APF, Atlas, Simplon et Webforce 3. Donc en fait, ce sont des formations qui permettent d'avoir un débouché sur des titres professionnels reconnus de niveau 3 RNCP, donc l'équivalent d'un bac+2. C'est des formations en fait qui sont modulaires et qui sont adaptées en fait au handicap de chacun, et ça permet voilà d'avoir des titres reconnus comme le titre de développeur web ou web mobile, le technicien supérieur système et réseau, et le titre de technicien supérieur en spécialisation cybersécurité. Euh, on vous a mis en dessous en fait les contacts de Talent Digital et le mail et l'adresse si vous êtes plus intéressé, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez les contacter directement via ce mail ou via leur site. Ensuite, nous avons Hugo, Andy Hugo, en fait. Andy Hugo, en fait, c'est un projet qui est né devant des difficultés rencontrées par plusieurs entreprises spécialisées dans l'IT, hein, IT, pour recruter en fait des ingénieurs. Et ça a été difficile aussi également d'attirer en fait des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc, ce qui a été fait, ce qui a été réfléchi, ça a été d'utiliser en fait l'alternance comme levier de recrutement, afin de qualifier, de former et de recruter finalement des personnes en situation de handicap. Donc, Hugo, donc c'est un parcours de formation en alternance qui vous permet alternance du bachelor au diplôme d'ingénieur en informatique. Et les enjeux de ce dispositif, en fait, de ce programme de formation, c'est que ça vise voilà, à augmenter l'employabilité et les compétences des personnes en situation de handicap, en permettant voilà, comment dire, d'accéder à des diplômes à des niveaux supérieurs, donc du bac+5 au niveau d'ingénieur en informatique, et ce qui permettra, comme ce qui est écrit, de faciliter leur intégration et l'évolution professionnelle. Nous avons donc à partir de 2000, depuis cette année, en fait, en accord avec la GFIP, le programme Hugo, il devient donc régional, et on intègre un deuxième partenaire pédagogique qui est le CESI. Donc en fait, aujourd'hui, maintenant, on a le CESI 13 et CESI 06, en plus de Polytech 13 et 06, ce qui permet en fait aujourd'hui d'intégrer comment dire, d'intégrer dans le programme des candidats avec des prérequis pardon, inférieurs aux promos précédentes, ce qui augmente finalement le nombre de candidats. Voilà, tout simplement. Un petit panorama rapidement des entreprises engagées cette année. Je ne vais pas vous les citer, mais voilà, vous allez avoir aussi Avencode qui est présent avec nous aujourd'hui, qui vous fera un témoignage juste après. Donc, ils sont présents avec nous. Et en dessous, on vous a mis les contacts si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur ce dispositif, sur le dispositif pardon, Hugo. Très rapidement, on a un projet en Dinov aussi. C'est un projet qui est en cours. Donc, il n'est pas finalisé, hein, comme on a noté. Vous voyez que le processus se finira en juin 2021. C'est vraiment, comment dire, le projet en fait vise vraiment à soutenir l'innovation dans le domaine des développements, des compétences dans toutes ces dimensions, pour permettre aux personnes handicapées dans toute leur diversité pardon, de pouvoir être acteurs de leur parcours, d'accéder dans des meilleures conditions aux formations, aux métiers, à leur métier, à leur poste. Mais pour les entreprises aussi, ça leur permet de recruter de nouveaux profils, des compétences qui sont recherchées, et de faire évoluer aussi les collaborateurs en interne, et de les maintenir surtout en emploi. Voilà. Concernant ce projet, donc on en aura un petit peu plus d'informations, mais c'est des projets innovants qui ont vraiment le but de rendre le monde du travail beaucoup plus inclusif.
Et donc là, on va vous présenter les acteurs mobilisables. Donc voilà, je vais reprendre la parole. Donc effectivement, il y a deux catégories d'acteurs qu'on va retrouver. Donc les acteurs qui vont accompagner vers l'emploi, donc tout ce qui va concerner le recrutement et l'intégration. Et une deuxième catégorie d'acteurs on parle d'accompagnement dans l'emploi, donc ça va concerner plutôt des salariés, donc pour l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi. Donc, le référent handicap, il faut savoir que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis comme obligation à toute entreprise d'au moins 250 salariés de désigner un référent handicap. En revanche, on conseille à toute entreprise qui souhaite développer des actions et une politique handicap, même si ce n'est pas une obligation légale de le faire, pour avoir une personne qui soit en lien effectivement avec les salariés sur toutes les questions par rapport au handicap et qui puisse être identifiée en interne. Donc voilà. Ensuite, le handicap, il va être porté par tous les services de l'entreprise, que ce soit les services RH, les managers, les médecins du travail, les dirigeants, voilà, tous les services qui sont impliqués effectivement à différents niveaux de l'entreprise peuvent être voilà, en lien avec la politique handicap de l'entreprise. Donc, les acteurs externes, on va retrouver le service public de l'emploi, les centres de rééducation professionnelle, des réseaux qui vont fédérer, par exemple, voilà, les établissements de services d'aide par le travail, l'UNEA, c'est l'Union des entreprises adaptées, les entreprises de travail temporaire, voilà, les centres de formation d'apprentis, voilà, tous les réseaux qui vont vous permettre de sourcer, de recruter des candidats en situation de handicap. Et également, donc, sur l'accompagnement dans l'emploi, on retrouve les services en lien effectivement avec la santé au travail, les services RH, les managers, le comité social économique, donc les IRP, ils sont partie prenante à chaque fois qu'il y a un reclassement. Et en externe, on va retrouver toute une palette d'acteurs également, donc l'assurance maladie, les services de santé au travail, Cap Emploi. Cap Emploi peut accompagner la recherche de solutions de reclassement quand il y a une situation avec un risque d'inaptitude, par exemple. Voilà, l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, le Conseil d'évolution professionnelle qui peut aider à la reconversion des salariés, les OPCO, la Maison départementale des personnes handicapées. Voilà, toute une batterie d'acteurs qui sont là pour vous accompagner face à ces situations. Et enfin, donc, une équipe dédiée au niveau de la GFIP. On vous a présenté voilà, l'offre conseil accompagnement. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un conseil personnalisé pour intégrer le handicap dans votre politique RH. Donc, il y a une équipe dédiée de 5 personnes à la GFIP qui sont spécifiquement en charge de l'accompagnement des entreprises sur leur politique handicap, avec une adresse de contact unique et qui est dédiée aux entreprises, voilà, sur lequel vous pouvez nous solliciter. On va laisser maintenant donc la parole à Laurent Delannoy de Avencode pour pouvoir nous faire peut-être un petit témoignage sur son entreprise et puis sur ses actions, peut-être avec Hugo, ou comment tout fonctionne. Merci à vous, merci pour cette présentation. Je vais vous proposer de vous présenter très rapidement ce qu'est Avencode. Là, vous avez eu beaucoup d'informations, donc l'objet, ce serait de savoir quelles sont vos réactions, si vous avez des questions sur des cas concrets, sur des problèmes concrets, sur des possibilités ou des projets que vous avez en tête, c'est le moment ou jamais. Avencode est donc une entreprise adaptée de services du numérique. Donc, nous proposons à des entreprises des services de test, de développement informatique, front et back, de big data dans la manipulation des bases de données. Et pour ceux qui connaissent un peu, qui sont plutôt dans le public, un service d'audit d'accessibilité qui est basé justement sur un référentiel qui permet de vérifier que vos services en ligne sont bien accessibles aux personnes qui ont des problématiques d'ouïe et de vue. Ça, c'est la petite histoire. Alors, on a 5 ans d'expérience, on a 25 collaborateurs, on est présent à Nice et à Marseille, à Château-Gombert à Marseille, et à Nice dans la plaine du Var. La chose que j'aimerais venir, parce que bon, je ne suis pas là pour vendre Avencode, je suis là plutôt pour vous expliquer un peu quels sont les retours d'expérience. Donc, dans ce que vous ont expliqué Brice et Laurent, j'ai comment dire, nous, on a un positionnement particulier vu qu'on est en entreprise adaptée. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire appel
à des collaborateurs ou collaboratrices en situation de handicap. Alors, il y a tout ce levier économique qui est une incitation qui est fait par la législation. C'est ce que vous ont expliqué aussi Brice et Laurent par rapport aux 6%, aux 25, non, aux 20%, je crois. Maintenant, la loi a évolué, c'est plus par entreprise, c'est par établissement. Donc là aussi, il y a une complication. Mais très souvent, les entreprises, quand elles commencent, elles développent, et tout d'un coup, elles s'aperçoivent, surtout le DAF, qu'il y a un montant qui existe sur le compte d'exploitation, qui est quelque chose qui est très difficile à utiliser, qui n'est pas utilisé d'ailleurs, et qui pourrait permettre de vous assister dans les sujets stratégiques que vous avez. Donc, nous, on est dans le numérique, mais ça peut être sur beaucoup d'autres services. Voilà. Où vous pouvez donc faire appel à des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap sont souvent des personnes qui sont très impliquées dans leur emploi. Moi, c'est le retour que j'ai d'expérience depuis 5 ans. Et qui vont vous permettre à la fois d'avoir une double richesse, un positionnement par rapport à vos valeurs, et je pense que avec tout ce que l'on vit et l'évolution même depuis l'année dernière, il est de plus en plus important de mettre en avant des valeurs d'inclusion et de diversité dans les entreprises. Ça, c'est un positionnement personnel du dirigeant ou des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et il y a aussi le fait d'avoir cette diversité humaine. Voilà. Je peux vous raconter une petite anecdote, par exemple, sur un de nos clients qui s'appelle Amadeus, lors d'une présentation auprès d'une grande entreprise où il avait accepté de venir, qui expliquait, il y avait un monsieur responsable de la recherche et développement qui avait 200 développeurs et qui expliquait que sur les 10, hormis les 10 qui travaillaient avec nous au quotidien, il y avait d'autres personnes dans ses équipes qui venaient de lui dire que c'était vraiment très bien, cette démarche qu'il avait mis en place avec Avencode en termes d'inclusion, et que ça a apporté au mid-manager une ouverture d'esprit qu'il n'avait pas avant. C'est-à-dire que c'est une nouvelle façon de prendre en compte les fonctionnalités ou les spécificités de fonctionnement des personnes. Après, pour qu'une démarche, au sens le plus large, quand vous cherchez un emploi, vous pouvez très bien chercher un emploi avec une personne en situation de handicap. Ça, c'est ce que vous avez expliqué, Brice. Il y a juste des petites, et dans un des outils proposés, vous avez juste des mentions à préciser pour ouvrir vos offres d'emploi. Après, je pense il est très important de se faire accompagner, et là, la GFIP vous a présenté toute une série de services qui peuvent vous accompagner sur les différentes étapes. La première, c'est le sourcing. Alors, il y a Cap Emploi. Il y a Pôle emploi aussi qui va avoir des accès à des personnes qui ont des RQTH et qui n'ont pas fait la démarche d'aller sur Cap Emploi. Et il y a aussi des sociétés privées. Cap Emploi et Pôle emploi sont les personnes qui auront le plus de CV à vous proposer. Après, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement. Alors là aussi, la GFIP peut vous aider par rapport à ce qu'ils vous ont proposé de faire des études ou des choses comme ça. Quelque chose de très important légalement, c'est quand vous avez un candidat devant vous en situation de handicap, vous n'avez pas le droit de lui demander quel est son handicap. Donc la première chose à lui demander, c'est quel est ce dont il a besoin pour être accompagné. Ça, c'est très important, parce que c'est vraiment la personne qui pourra vous le dire au mieux. Et il est aussi plutôt conseillé de se faire accompagner par, avant ça s'appelait la SAMEC, je crois que ça a changé de nom, mais par un des services que vous a présenté Brice et Laurent, et qui est la possibilité de faire une petite étude sur les aspects, l'environnement et quelques méthodes de travail. Alors, ce n'est pas des personnes qui vont venir vous expliquer comment travailler, hein. C'est vraiment des personnes qui prennent en compte justement ce que sont les objectifs d'une entreprise et qui vont venir voir pour que cela se passe au mieux. C'est très positif et c'est très bien fait. Après, ce qui est bien dans la continuité le début de carrière de passage chez vous du collaborateur ou de la collaboratrice, c'est ne pas hésiter à se faire accompagner aussi selon les spécificités de fonctionnement de vos collaborateurs, de la personne que vous allez intégrer. Nous, chez Avencode, on a une spécificité, c'est la majorité, pas la totalité, mais la majorité de nos collaborateurs sont des personnes qui ont un système autistique. Donc, on est sur des problèmes psychiques, et donc à partir de là, on a un accompagnement très particulier. Nous, chez nous, les personnes travaillent de chez nous dans un environnement prenant en compte leur spécificité de fonctionnement, et on a toute une démarche avec vous, partenaires aux clients, et avec les psychologues, pour faire évoluer. Le but du jeu étant qu'au bout de 24 mois, vous ayez pu suivre quelqu'un de chez nous et que vous puissiez l'intégrer quasiment les yeux fermés.
vu qu'il est déjà formé, qu'il a déjà travaillé sur vos projets et que vous le suivez. Ça, c'est vraiment un modèle. D'accord. Après, il y a un deuxième axe qu'il faut voir, c'est est-ce que vous voulez des personnes compétentes tout de suite ou des personnes qui vont vous aider à monter en compétence. Je sais que mon travail, on a eu l'occasion de travailler avec certaines startups qui, après une première petite levée de fonds, d'amorçage, avaient un positionnement, une réflexion entre est-ce que je vais prendre quelqu'un en contrat d'apprentissage que je vais faire monter, est-ce que je vais prendre un développeur unique que je vais intégrer chez moi, ou est-ce que je peux faire appel à une société extérieure. Les trois ont des avantages et des inconvénients, cela dépend vraiment de votre besoin. Et donc, par rapport à ça, il y a des choses qui sont en place à l'heure actuelle, et surtout depuis la crise qu'on connaît actuellement, où la GFIP a vraiment un levier important, c'est l'apprentissage. Alors là, il y a eu 3 écoles, un projet et 2 écoles qui ont été citées. Moi, je les connais toutes les 3. Donc, il y a eu Simplon, il y a Webforce 3 et il y a le projet Hugo. Dans les 3 cas, on est sur des formations qui forment de très bons éléments. Quand les gens sont sortis de formation, nous, on a des personnes qui sortent de Simplon, on a travaillé avec des personnes qui venaient de Webforce 3 et on a un très bon consultant qui est diplômé de Polytech Marseille, qui est issu du projet Hugo. Et comme je vous dis, en plus, il y a vraiment un intérêt à l'heure actuelle de taper la porte de la GFIP si vous pensez contrat d'apprentissage, parce que là, il y a des aides supplémentaires aux aides de l'État qui ramènent le coût vraiment à un montant minimum. Je peux continuer à vous parler, je peux continuer à vous expliquer, mais si vous avez des questions, je vous dis, c'est vraiment le moment où jamais. Non, c'était super. Merci beaucoup pour vos présentations, pour vos interventions. On va passer aux questions. Alors, j'en ai déjà quelques-unes. Si certains des participants, il ne faut vraiment pas hésiter à poser vos questions sur la conversation. Je vais commencer par… je vais faire les questions dans l'ordre. Alors, on me demande, du coup… alors, il y a une personne qui a des difficultés à contacter un conseiller des entreprises via le site formulaire mail pour la GFIP. Je ne sais pas si vous avez peut-être un contact ou une autre… Mais qu'elle nous envoie le mail sur la boîte entreprise et on lui répondra dans les 24-48 heures. On se fait foi de lui répondre, que ce soit Laurent ou moi, très rapidement. Il y a l'adresse générique de contact des entreprises. Effectivement, on peut nous contacter via notre site web au niveau national. Il y a un formulaire de contact, etc. Ce qu'on conseille, c'est de nous solliciter directement. C'est l'adresse en région. Entreprise, elle est dans le support que vous aurez. Voilà, vous nous sollicitez sur cette adresse et on répondra très rapidement. Il n'y a pas de souci. Super. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question. C'est il y a écrit « Présentant un handicap qui ne me rend pas disponible pour un emploi classique à horaire défini, mais plutôt en termes horaires… un emploi classique à horaire défini, mais plutôt en termes de mission. Je me heurte à une fin de non-recevoir régulière des acteurs du handicap qui conclut à une inemployabilité compte tenu de mon niveau de diplôme et de mon expérience. Très disparate compte tenu de mon parcours de vie. Quels sont vos conseils génériques et qui allez voir pour un bilan ou un examen de cas? » Alors, je ne sais pas si la personne est déjà en relation avec Cap Emploi. Donc, comme on le citait, il y a un acteur qui est spécialisé dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap, qui est également un partenaire de Pôle emploi. Donc, ça peut être l'occasion de faire un bilan sur ses compétences et ses souhaits d'évolution ou de parcours professionnel avec cet acteur. Et après, il y a des dispositifs qui peuvent aider sur des dispositifs de bilan de compétences, du service public de l'emploi, etc., pour justement essayer de trouver un débouché professionnel qui peut correspondre à sa situation de handicap et à ses souhaits d'accès au marché du travail. Il y a également éventuellement la création aussi d'entreprises. Il faut savoir que chaque année, il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à s'insérer sur le marché du travail, mais qui font le choix également de créer leur propre emploi. Donc, il y a 3000 demandeurs d'emploi en situation de handicap qui créent leur propre entreprise. Donc voilà, ça peut être aussi un débouché. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Sur cette question, répondre à la question. Il y a quel genre de métier ou de fonction s'ouvre pour mon type de profil?
Il y a pas, en fait, on ne part pas, nous, du postulat que voilà, une personne avec tel type de handicap, elle peut exercer tel type de métier. Ça, c'est une vision assez ancienne du handicap où voilà, les personnes déficientes visuelles étaient accordeurs de piano, etc. Enfin, voilà. Désormais, on essaye d'ouvrir le champ des possibles et d'une part de tenir compte des aspirations professionnelles des personnes, des restrictions qui peuvent se poser néanmoins voilà, par rapport au handicap pour trouver l'opportunité qui correspond le mieux à l'épanouissement personnel et professionnel de la personne. Donc voilà, il n'y a pas de secteur d'activité prédéfini ou de métier réservé aux personnes en situation de handicap. Ok, merci beaucoup. J'en ai encore une. Alors, quels sont les freins que peut rencontrer une entreprise pour développer une politique handicap et lesquels sont réels et lesquels sont plutôt des clichés? Si vous voulez, je peux faire une partie de réponse. Oui. Moi, j'ai plutôt les problématiques de clichés. Alors, à dire vrai, nous, on travaille beaucoup avec de grosses entreprises. Et donc, l'important, c'est qu'il y ait une volonté de la direction de l'entreprise de partir sur le handicap. Après, il y a beaucoup de stéréotypes. D'accord. Alors, déjà, quand on va procéder à un cycle de recrutement assez compliqué, il faut que l'entreprise accepte de débloquer un peu ces stéréotypes. Moi, j'évolue dans l'informatique. Un bon consultant informatique, c'est un monsieur ou une dame, moins de 35 ans, bac plus 5, avec 2 ans d'expérience. C'est ce qu'on m'expliquait avant que je monte l'entreprise. Ça, avec des personnes en face qui sont en situation de handicap, qui ont eu des problèmes de vie, qui ont eu peut-être parfois des difficultés à aller jusqu'au bout du diplôme ou des choses comme ça, vont pas rentrer dans les cases. D'accord. Et aussi par des systèmes de fonctionnement, parce qu'on parle de handicap psychique, il y a des positionnements par rapport à des questions qui peuvent être décalés. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, en restant focalisé sur quelle est la production qui va être attendue par rapport à la personne que je vais embaucher, et est-ce qu'elle est capable de faire ça. D'accord. Ça, c'est une première chose. Après, les freins, dans les grosses entreprises, il y a un deuxième frein, mais ce frein est souvent levé par des personnes. Ce qu'il faut voir que, par là, je veux expliquer le fait que nous, quand on arrive à avoir une nouvelle mission chez un nouveau client, c'est souvent parce qu'on a rencontré une personne de l'entreprise qui est sensibilisée ou qui a la volonté de travailler avec des personnes en situation de handicap. Et c'est elle qui va porter vraiment le projet et l'idée auprès, dans un grand groupe, auprès des DRH, auprès des achats et après auprès des opérationnels. Il y a aussi un stéréotype qu'il faut combattre, c'est un peu le fait que, et ça, nous, on en est la preuve, c'est une des belles réussites qu'on a depuis 5 ans, des 2 belles réussites qu'on a depuis 5 ans. C'est le vraiment, alors j'espère pas choquer par mes paroles, ce ne sont pas les miennes, voilà. Mais c'est le fait de dire qu'une personne en situation de handicap va produire moins vite, ça va être plus compliqué, elle va être plus souvent absente, et ces choses-là. Ça, c'est pas vrai, d'accord. Les personnes sont absentes comme d'autres personnes, mais normalement, dans une équipe, vous avez des systèmes de backup et tout ça qui permettent de couvrir. Nous, je vous dis, on travaille avec des très grands comptes sur des projets de plus en plus à valeur ajoutée. Et c'est le résultat des livrables de nos collaborateurs et collaboratrices qui font que nos clients reviennent vers nous en disant, ben voilà, on a fait 3 mois l'année dernière, cette année, on a un beau projet, on va faire 1 an dessus et on aimerait le faire avec vous. Donc, il y a surtout ces stéréotypes-là et surtout faire sauter le fait que par rapport à un responsable d'équipe ou un manager, qui est une personne qui est souvent challengée sur faire plus vite, avec plus de qualité et avec moins de budget. Voilà. Il faut réussir à faire que cette personne puisse trouver le handicap comme un enrichissement. Et c'est vraiment ça qu'il faut penser. Nous, on en est la preuve. Tous nos clients avec qui je vous dis, depuis 5 ans, on se développe petit à petit avec des très belles entreprises. C'est parce qu'on a vraiment réussi à proposer aux personnes de faire un essai de quelques mois. Et après ça, ils se sont rendus compte par eux-mêmes qu'il y avait énormément d'avantages de travailler avec des personnes en situation de handicap. Il y a les avantages dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des avantages humains ou par rapport à la rigueur ou la façon de travailler ou des choses comme ça. Mais il y a aussi une ouverture à une diversité. Alors la diversité, c'est un bien grand mot en ce moment, mais la diversité, c'est surtout le fait que dans une équipe, que ce soit au niveau d'une entreprise ou même d'une équipe de production, vous n'allez pas avoir que des personnes qui sont au top et des choses comme ça. Vous avez besoin de types de fonctionnement et de profils différents. Et c'est cette richesse qui fera que votre équipe fonctionnera bien et produira une très bonne qualité. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir essayer de vous faire passer comme message, c'est vraiment quelque chose où il faut aller
quelque chose où il faut se donner le temps de bien le faire et de faire l'expérience. Parce que là, vous avez vraiment, cette diversité va vraiment vous apporter une richesse en compétences, en solutions humaines, en management, voilà, et même en cohésion d'équipe. J'espère avoir répondu. C'était super, merci beaucoup. Et enfin, j'aurais une toute dernière question, je pense peut-être plus pour Laurent Delannoy, ce serait quels sont vos conseils personnels que vous donneriez à un entrepreneur qui veut développer sa politique handicap, vos conseils personnels sur cette décision et comment y arriver de la meilleure façon? De téléphoner à la GIF. Non. Non, vraiment, ce qu'il faut voir, c'est, je dis ça de façon très un peu anecdotique, mais c'est vraiment ça. C'est réussir à se faire accompagner par rapport à, déjà quand vous partez sur, vous avez un poste à pourvoir, d'accord, vous l'ouvrez ou vous l'orientez vers les personnes en situation de handicap. Rien que par rapport à ça, bon, il y a des petites choses légales, comme je vous ai dit, mais vous pouvez vous faire déjà accompagner par la GFIP ou par Cap Emploi ou d'autres, hein, il y a des privés aussi qui font ça très bien dans la région et qui vont vous accompagner sur quel est le profil et monter vraiment une stratégie. La chose la plus simple que je pourrais vous dire à ce propos, c'est voilà, faites-le avec bienveillance et ouverture d'esprit. C'est vraiment ça. Après, il n'y a pas de poste prédéterminé ou de choses prédéterminées. Par exemple, nous, comme je vous expliquais, on travaille avec des personnes qui ont un système autistique, donc on ne va pas faire de la communication ou de la gestion de projet. On va faire de la production. Mais vous parliez des TIH tout à l'heure. Moi, j'ai des amis en situation de handicap qui sont responsables de belles entreprises et qui gèrent ça très bien. Voilà. Et qui arrivent à répondre aux besoins. Donc, vraiment, l'idée, c'est de faire, selon vos principes, vos processus, vos procédures classiques, en disant dès le début, je vais ouvrir le poste à des personnes en situation de handicap, ou je vais même essayer de chercher des personnes en situation de handicap pour ce poste, ce qui est possible aussi. Après, c'est vraiment se faire bien accompagner, voilà, que ce soit dans le sourcing, l'accompagnement, l'adaptation et l'accompagnement. Aussi bien, si vous avez d'autres questions plus précises, après, moi, je suis disponible. Vous aurez mes coordonnées. Comme vous le voyez, on n'est pas là que pour le business. C'est aussi, quand on rentre dans ce genre d'entreprise, on le fait aussi par valeur. Et donc, voilà, vous pouvez me contacter si je peux vous aider. Ce sera bien volontiers. Super. Bah, écoutez, une fois de plus, merci beaucoup. On va terminer sur cette masterclass. Un grand merci aux membres de la GFIP et à Laurent Davencote pour avoir participé. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas présents au tout début, cette masterclass rentre dans le cadre du programme French Tech Central qui a pour but de rapprocher les services publics et les startups. Vous pouvez prendre des rendez-vous directement sur le site de la French Tech d'Aix-Marseille sur la rubrique French Tech Central, des rendez-vous personnalisés et aussi par ces masterclass qui ont lieu une fois par mois sur des thématiques un peu différentes. À la suite de cette masterclass, je renverrai un mail à tous les participants avec les noms et adresses mail des intervenants ainsi que la présentation si vous avez plus de questions ou des questions plus précises à leur poser. Et je remercie vraiment tout le monde pour cette participation et une bonne fin d'après-midi à tous. Merci à vous. Merci à vous. J'espère qu'on vous a donné l'envie. Il ne reste plus qu'à faire. Et une bonne journée à vous. Bonne journée.